Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique magazine de Révolution RH. Pour tous ceux qui me suivent en vidéo sur YouTube ou en audio dans ces podcasts hebdomadaires, je vous rappelle, ou je vous apprends, que vous pouvez aussi retrouver mes chroniques quotidiennes sur mon blog, bien évidemment, aureliendaudet.com/blog, et puis aussi sur tous les réseaux sociaux, et je vous invite en particulier à vous abonner à mon profil LinkedIn et à mon profil Instagram ou à la newsletter. Et surtout, bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une chronique que je baptiserai Vis et boulons, les mains dans le cambouis, bref, une chronique pratico-pratique. Avec toujours mon idée d'alterner entre des analyses de fond, des réflexions à partir des bouquins, et puis des propositions beaucoup plus terrain, en général nées de questions que j'ai eues en coaching, en formation, ou dans les commentaires que vous postez, les mails que vous m'envoyez. Pareil, dites-moi ce que vous pensez de cette alternance entre prise de recul et puis zoom avant, si vous pensez que le curseur est bien positionné dans l'alternance, si vous voulez plus de l'un, plus de l'autre, bref, moi ce que je fais c'est pour vous, et donc vos retours sont précieux pour piloter ce que je fais. Le sujet du jour c'est donc « il est têtu ». Il est buté, je n'arrive pas à le faire bouger, il reste arc-bouté sur ses positions, bref. Ce que je veux, c'est, un peu comme d'habitude, vous proposer un regard différent sur cette situation que nous avons tous rencontrée dans le pro ou dans le perso, et à partir de là, vous proposer des techniques testées et validées pour arriver à sortir de cette opposition frontale. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Commençons par analyser ce que vous pensez lorsque vous dites « il est têtu ». Évidemment, on pourrait dire « elle est têtue », le sexe importe peu. Vous serez d'accord avec moi, je pense, je l'espère, sur le fait que vous portez un jugement négatif qui englobe la personne dans son ensemble. Vous ne dites pas « il fait preuve d'obstination ». Vous dites « il est têtu ». Avec les variantes « il est buté »,« il est têtu comme une mule »,« c'est un âne batté », bref, c'est un âne tout court. L'obstination est d'ailleurs souvent associée à l'étroitesse d'esprit, à la bêtise. Baudelaire, qui dans son poème Des fleurs du mal, parle de la bêtise à front de taureau. On reste sur des bêtes fortes, énergiques, et qui mettent cette énergie à s'opposer. Mais s'opposer à qui, au fait ? Mais à tout le monde, bien sûr, et surtout, tout le temps, me répondent en général les personnes qui se plaignent. Tu ne peux pas savoir, Aurélien, c'est infernal. Et je leur réponds, ah bon, tant que ça, tout le temps, surtout. Et elles me voient arriver avec mes gros sabots taquins, et elles me répondent instantanément, et je pense là à des exemples précis, ah non, je te préviens, tu ne me feras pas changer d'avis, je te dis qu'il est têtu, un point c'est tout. En plus, tu le connais même pas. Et donc, à têtu, têtu et demi. C'est ce qu'on appelle un processus parallèle. En général, sans vous en être aperçu, vous avez adopté une posture tout aussi butée au sujet de la personne dont vous parlez. Elle est comme ça, un point c'est tout. Une fois de plus, votre cerveau a fait son job, celui de ranger les faits dans des catégories bien définies, bien bouclées. Pourquoi ? Eh bien parce que ça lui simplifie le travail. Il ne veut pas se refaire tout un boulot d'observation, d'analyse, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un. Bon, ça consomme du temps et des calories, que voulez-vous. C'est beaucoup plus simple de les classer dans des boîtes avec dessus des étiquettes comme sympa, bosseur, le gars colérique, drôle ou têtu. Et à partir de là, toujours sans que vous vous en rendiez compte, vous allez avoir des comportements basés sur ces étiquettes et permettant de confirmer ces étiquettes. J'ai vu une fois 2 personnes se parler en démarrant des phrases avec des expressions telles que j'imagine que tu ne vas pas être d'accord, de toute façon avec toi là-dessus c'est impossible de discuter, et les 2 se considéraient probablement comme têtus. Si vous êtes en train d'écouter cette chronique, il est possible que vous pensiez justement à une ou plusieurs personnes têtues. Donc, la première étape, ça va se passer chez vous. Il va falloir que vous acceptiez de bouger un peu votre cadre de référence pour changer un peu votre manière de parler, de décrire la situation. La première étape, ça va être de supprimer le verbe « être » dans la phrase « il est têtu ». À la place, vous pourrez dire par exemple « il refuse très souvent de changer d'avis dans des discussions avec moi ». Ou bien « c'est quelqu'un qui, sur de nombreux points avec moi, ne veut pas changer d'avis ». Dans ces phrases, il faut toujours qu'on retrouve 3 choses. On parle de comportement, sur certains points, avec moi. Et c'est ça que nous allons explorer maintenant. C'est cette première étape qui permet toute la suite. La deuxième étape permet toujours d'ajuster votre cadre de référence et de vous mettre dans de bonnes dispositions. On en parlait, dire
il est têtu est un jugement négatif pas très éloigné de il est idiot. Donc, je vous propose de réfléchir au côté positif de cette obstination. Pour cela, vous pouvez par exemple commencer à réfléchir à des comportements diamétralement opposés. Quelqu'un qui dirait toujours oui, qui changerait systématiquement d'avis en fonction de la dernière personne qui vient de parler. Vous voyez quelqu'un qui dirait par exemple je pense comme toi, en permanence. Qu'est-ce que vous vous diriez? C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. On peut pas lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est pas capable d'une analyse, d'un jugement personnel. C'est une girouette. Bref, il est probable que vous n'aimeriez pas davantage sa compagnie. Une fois qu'on a fait ce travail d'opposition, quelles sont les qualités potentielles de quelqu'un qui change difficilement ou très difficilement d'avis? C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui, une fois qu'il a dit oui, il dit oui. Quelqu'un qui tient son cap, qui tient sa route. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Quelqu'un qui défend ses positions. Bien sûr, parfois ça peut devenir excessif. Sinon, on ne serait pas là, vous et moi. Mais l'intérêt ici, c'est de vous mettre dans une posture mentale. Il y a du bon dans ce comportement. Appuyons-nous là-dessus. La troisième étape, ça va être de réfléchir sur quel point est-ce que cette personne a tendance à bloquer. Pour cela, commencez par constater que cette personne ne bloque pas sur tout. Par exemple, ce gars-là, il accepte de changer d'idée sur un restaurant pour midi, ou sur l'animateur du séminaire. Ça lui pose aucun problème. En revanche, il pourrait bloquer beaucoup plus souvent quand il s'agit d'un changement de méthode, de processus, un bouleversement du rétroplanning, son rôle dans une transformation. Une personne qui, par exemple, serait sensible à la reconnaissance de ses compétences, à la valorisation de la qualité et de la quantité de son travail, cette personne peut interpréter ces changements comme une menace, parce que ça pourra mettre en danger la qualité des rendus. Idem, une personne qui voudrait qu'on reconnaisse son engagement au service de l'entreprise, son engagement au service de sa mission, elle pourrait bloquer si elle a l'impression qu'on change trop souvent de cap, qu'on perd les valeurs, le sens et les racines, et dans ces cas-là, elle va faire un refus. Faites donc la liste des situations, des sujets où il y a eu des blocages, des refus, et regardez si dans toutes ces situations, il y a des points communs. Troisième étape, posez-vous la question, et avec les autres, comment est-ce que ça se passe? Interrogez certains de vos collègues, en commençant bien sûr par donner votre intention. Dites, je veux te poser des questions parce que je veux trouver les clés pour que ça se passe bien avec Bertrand, est-ce que tu veux bien qu'on en discute? Sinon, les autres pourraient penser que vous cherchez simplement à faire le jeu classique de la machine à café, le bashing. Ah tu sais, moi c'est pareil. Non mais t'as vu à quel point il peut être buté parfois. Non, là c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'avoir leur point de vue en positif. Donc demandez-leur par exemple comment ça se passe avec toi, dans vos échanges. J'ai l'impression que sur certains sujets avec moi, ils bloquent. Est-ce que tu as constaté des choses similaires ou au contraire différentes de ton côté? Et là encore, creusez, cherchez les points communs, cherchez les différences et demandez-vous après comment est-ce que vous avez tendance à réagir lorsque vous êtes face à ce genre de blocage. Écoutez comment les autres se comportent dans le même genre de situation. Quatrième étape, échangez directement avec la personne. Choisissez un moment où tout va bien, où tout le monde est en énergie positive et dites « Salut Bertrand », je reste avec Bertrand, « j'ai envie de discuter avec toi d'une méthode pour que nos échanges soient encore plus constructifs, pour gagner du temps, pour profiter de nos compétences, de nos engagements respectifs. Est-ce que tu es OK pour qu'on en parle ?» À ce moment-là, vous pouvez donner le résultat de votre enquête sans parler de ce que vous ont raconté les autres, parce que sinon ça pourrait les mettre en porte-à-faux, mais dites seulement voilà ce que j'ai constaté, voilà comment j'analyse certains de nos conflits récents, sur tel ou tel sujet, avec moi. Voilà comment moi j'ai eu tendance à me comporter, et voilà ce que je t'ai vu faire, en tout cas voilà comment je l'interprète. Comment est-ce que toi tu analyses ces situations, et qu'est-ce que tu vois comme solution? Cinquième étape, en cas de blocage. Même si vous faites uniquement les étapes 1, 2, 3, et que vous zappez cet échange avec la personne en direct, vous aurez déjà engrangé beaucoup d'informations. Et maintenant, ce que je veux vous proposer, c'est une technique pour sortir du blocage quand il va se produire en live. Il s'agit de changer votre approche, votre comportement, au moment où les tensions augmentent. Parce que jusqu'à présent, soyons honnêtes, vous aviez tendance à penser « il est têtu » et à manifester votre agacement plus ou moins poli dans vos signaux non-verbaux. Et à manifester aussi votre pensée « bon, ça y est, c'est reparti, comme d'habitude, il fait sa mauvaise tête ». Et là, vous pourrez vous dire « il n'est pas têtu ».
Pour l'instant, il refuse de changer d'avis ou de méthode. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie, moi, chez cette personne. Parce qu'une fois qu'elle aura accepté de changer d'avis, on sera sur quelque chose de solide. Et puis vous pourrez enfin vous dire, ça n'est pas quelque chose contre moi. C'est sur un sujet important, central pour lui. Et d'ailleurs, ça se passe aussi parfois avec d'autres. Donc la question maintenant, c'est comment arriver à le convaincre. Et la réponse, vous n'en savez rien. Il va falloir lui demander. Au lieu de lui réexpliquer en long, en large et en travers comment est-ce que vous voyez la situation et pourquoi votre point de vue est nettement meilleur, vous allez plutôt lui dire « Bon, ça c'est mon opinion, mon analyse, et mon objectif c'est qu'à la fin de notre conversation, tu me dises que tu es OK, que tu as décidé de changer d'avis. Est-ce que tu es OK pour qu'on en parle ?» Ensuite, vous lui demanderez « Qu'est-ce qui pourrait t'amener à changer d'avis sur ce sujet ?» Ou plus directement, si vous êtes sur quelque chose de concret, par exemple, qu'est-ce qui pourrait te convaincre de soutenir cette nouvelle organisation? En conclusion, une personne n'est pas têtue. Une personne peut régulièrement, sur certains sujets, bloquer, refuser de changer d'avis avec moi. Pour débloquer la situation, je dois d'abord accepter de faire bouger mon cadre de référence, puis explorer celui de la personne en face de moi. Alors, en avant, adelante sur 2025. Soyons attentifs à toutes les bonnes nouvelles qui se présentent chaque jour, plutôt que de nous focaliser sur les mauvaises. Très bonne semaine.